Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire que je vous propose aujourd'hui est particulièrement sordide et cruelle, et vous aurez l'occasion de le découvrir, mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter mon sponsor du jour, eBay Club. J'imagine que nombreux sont ceux qui connaissent déjà eBay Club, le principe du cashback, c'est-à-dire que vous obtenez des réductions lorsque vous effectuez vos achats en ligne via l'application eBay Club. Et pour être tout à fait honnête avec vous, parce que on est là pour ça, je connaissais pas très bien le principe du cashback. Donc j'ai posé la question à mes petites sœurs et j'ai été surprise de découvrir qu'elles sont inscrites, elles ont un compte et elles bénéficient de réductions. Et quand je leur ai demandé pourquoi j'étais pas au courant, elles m'ont dit qu'elles pensaient que je connaissais déjà ce bon plan. Donc non, je ne connaissais pas, en tout cas pas très bien. Elles m'ont montré leur relevé et c'est du délire les gars. Vous faites vos achats en ligne et vous avez du cashback en retour, c'est-à-dire que vous récupérez une partie de ce que vous avez dépensé. Vous avez également des bons d'achat et du cashback possible en magasin. Donc, comment vous dire qu'en voyant ça, j'étais un peu dégoûtée parce que je fais quasiment essentiellement mes achats en ligne, tout ce qui est Zalando, tout ça en plus c'est des partenaires d'eBay Club. Et j'ai vu, je vais vous montrer un peu les relevés du compte de ma sœur puisqu'elle l'utilise depuis un petit moment déjà. Donc là, comme vous le voyez, en fait, c'est tout le cashback qu'elle récupère. Donc elle fait ses achats via des sites partenaires qui sont, on va dire, les plus populaires. Et je vous avoue qu'en cette période de crise, si on peut économiser sur nos achats, si on peut avoir des bons d'achat, on va pas s'en priver. Là, vous pouvez voir parmi ces achats H&M, Booking, Shein, et vous voyez que systématiquement, elle récupère du cash. Et elle m'a montré son relevé de compte eBay Club de la période qui va de fin 2020, voire début 2021, à début 2023. Elle a récupéré presque 400 € de cashback. Et je vous confirme que c'est bel et bien gratuit de s'y inscrire. Vous n'avez rien à payer. Au contraire, vous pouvez bénéficier, vous savez, d'un cadeau lors de votre inscription, un cadeau sous forme d'argent. Et lorsque vous parrainez quelqu'un, donc elle me l'a expliqué également, et vous le voyez sur son relevé, lorsque l'un de ses filleuls fait ses achats via eBay Club et récupère du cashback, elle récupère également une partie. Autant vous dire qu'elle m'a parrainée, forcément. Et je lui ai demandé quand est-ce que je pouvais récupérer l'argent que j'ai gagné grâce au cashback. Elle m'a dit que c'est à partir de 10 €, que je peux me faire virer l'argent sur mon compte. De toute façon, je vais vous mettre tous les détails dans l'espace information. Et je vais également vous épingler le lien ici ou là. Il sera également en barre d'informations. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, vous allez être étonnés, vraiment. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. L'histoire d'aujourd'hui se déroule le 5 juin 2009 à Hillsboro, une petite ville de 8000 habitants située au Texas. Vers 21 h, une femme appelle le 911 pour avouer, d'un ton plutôt calme, qu'elle vient de tuer ses enfants. Le dispatcher au bout du fil semble choqué. Il a du mal à croire ce qu'il entend. Il lui demande de répéter pour s'assurer d'avoir bien entendu. Et la femme répète « Je viens de tuer mes enfants ». Hill County 911, what's your emergency? I just killed my children. Excuse me? I just killed my children. Where are you? I'm in the abandoned house on Highway 77 right after you go underneath the highway. One of them's still alive. Hurry. Cette femme s'appelle Debra Jeter, elle est âgée de 32 ans. Mais avant de vous expliquer ce qu'il s'est passé ce 5 juin 2009, laissez-moi vous la présenter. Debra Janelle Moore est née en 1976 et elle a grandi dans le comté de Randolph en Géorgie. On a peu d'informations concernant son enfance, si ce n'est qu'elle a eu une vie assez instable et que son entourage l'a décrit comme une femme présentant des troubles mentaux. D'après ses parents, Walter et Janice, Debra a toujours eu un caractère assez difficile. Elle pouvait se montrer douce et aimante et la minute d'après, agressive, voire violente, sans aucune raison. Toujours est-il qu'après avoir obtenu son bac, elle entame des études pour devenir infirmière. Debra aime aider son prochain, elle veut se sentir utile pour les autres. Alors, le point que je veux souligner en début de vidéo, c'est que cette affaire a été très peu couverte par la presse américaine. Il a été très difficile d'obtenir des informations. Pour vous donner deux exemples, Debra Jeter, c'est son nom de femme mariée. Mais dans la presse, il était mentionné que c'était également son nom de jeune fille.
Ça peut pas être son nom de jeune fille et son nom de femme mariée, à moins qu'elle se soit mariée avec son cousin, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Idem pour le prénom de son père et de sa mère. Il y avait indiqué un prénom et un nom. J'ai fait quelques recherches de mon côté et sur Find the Grave, j'ai trouvé que les grands-parents paternels de l'une des victimes avaient tel prénom et tel nom, et les autres grands-parents de la victime s'appelaient Walter et Janice Moore. C'est comme ça que j'en ai déduit que Walter et Janice Moore sont les parents de Debra et que Moore est le nom de jeune fille de Debra. C'est, on va dire, une déduction, je pense pas me tromper, parce que sur Find the Grave, c'est bien précisé que les grands-parents paternels de la petite victime portent le nom de famille Jeter et que les autres grands-parents portent le nom de famille Moore. Donc en faisant A plus B, j'ai pu en déduire que voilà, Walter et Janice Moore sont les parents de Debra. C'est clairement pas le point le plus important dans cette histoire, mais je trouvais ça utile de le préciser parce que vous auriez peut-être trouvé ça un peu étonnant que son nom de jeune fille ce soit Jeter et qu'ensuite son nom de femme mariée soit Jeter. Donc voilà. Toujours est-il qu'au cours des années 90, Debra fait la connaissance de Lester Lee Jeter. C'est un coup de foudre immédiat. Le couple devient très rapidement inséparable et il s'installe au Texas. Ils ont une première fille en 1996, Kirsten, puis une seconde en 1997, Kelsey. Et en 2000, ils se marient. Vu de l'extérieur, c'est une famille typique de la classe moyenne américaine. Mais entre les quatre murs de leur domicile, rien ne va. Comme je vous l'ai dit, Debra semble souffrir de problèmes mentaux. Elle est douce, puis une crise peut partir de rien et prendre d'énormes proportions, de la violence par exemple. C'est dans ce cadre familial pas vraiment sain que les deux fillettes grandissent. Et elles sont inséparables, elles n'ont qu'un an d'écart. Elles sont presque jumelles, elles traînent tout le temps ensemble, elles sont meilleures copines. Kelsey est décrite comme solaire, tout le temps de bonne humeur, et Kirsten est décrite, elle, comme douce et sensible. Elle tient un blog sur MySpace dans lequel elle partage sa vie et ses passions. Bon, seules les personnes de ma génération, je pense, se rappellent de MySpace. C'était un peu comme Skyblog. Ça nous rajeunit pas tout ça. Pour en revenir à Debra et Lester, au fil des années, la relation se dégrade. Ils ont tout pour eux. Une belle maison, une stabilité financière, de jolies petites filles, mais le caractère, le comportement de Debra s'empire d'année en année. Elle a des troubles mentaux assez évidents qu'elle ne veut pas soigner. Et ça a forcément un impact sur le bien-être de la famille. Pour vous donner un exemple, en 2004, la police intervient à leur domicile après un appel d'un voisin qui a déclaré avoir entendu une petite fille crier chez les Jeter. Les agents trouvent Debra et ses deux filles qui semblent en état de choc. Kirsten explique aux policiers que sa mère l'a violemment frappée à la tête. Debra est interpellée, elle est condamnée pour maltraitance sur enfant, mais elle est envoyée en institut psychiatrique afin d'y être soignée. Elle y reste quelques mois, puis elle retourne vivre avec son mari et ses deux filles, et ce passage en institut psychiatrique semble avoir amélioré son état de santé, puisqu'elle est plus calme, moins agressive, même si ses filles sont assez méfiantes, elles sont terrorisées par leur mère. Et peu après, les crises reprennent. Durant 5 ans, la famille Jeter vit ce qu'on peut appeler l'enfer, clairement. Debra fait des crises, elle se montre violente, elle insulte, elle frappe, elle quitte le domicile pendant quelques jours, quelques semaines, puis elle revient, elle demande pardon et elle réintègre la famille. Et le voisinage de la famille Jeter est témoin de ce qu'il se passe plus d'une fois. Ils assistent à des crises, ils entendent Debra crier, tout retourner dans la maison, et ils savent qu'elle est malade, ils savent qu'elle a des troubles mentaux, et que Lester fait son maximum pour l'aider et pour garder la famille unie. Jusqu'en 2009. Lester est fatigué. Il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait supporter. La femme dont il est tombé amoureux et avec laquelle il a eu 2 filles n'existe plus. Debra refuse de se faire soigner. Elle ne pense pas être malade. Elle ne veut pas être aidée. Et Lester refuse de son côté qu'elle s'en prenne à leur fille. Donc pour leur bien, il demande le divorce en mai 2009. Le lendemain, Debra tente de mettre fin à ses jours en ingurgitant des médicaments devant ses filles. Elle est prise en charge par une ambulance, elle est conduite à l'hôpital où on la sauve in extremis. Cela dit, compte tenu de ses antécédents psychiatriques, elle est dorénavant considérée comme dangereuse et instable. Elle est internée dans un centre médico-psychologique durant 2 semaines afin de lui proposer les soins adéquats. Et pendant ce temps, Lester obtient la garde exclusive et temporaire de leur fille, ainsi qu'une ordonnance restrictive pour que Debra ne puisse pas s'approcher de lui
ou de leur fille. Il justifie cette demande par l'énorme crainte qu'il a qu'elle puisse s'en prendre à leur fille. Mais lorsque Debra sort de l'institut médico-psychologique, elle parvient à faire lever cette restriction et elle obtient même la possibilité de revoir ses filles sans supervision. Le juge a estimé qu'elle ne présentait aucun danger ni pour elle, ni pour les autres. La date à laquelle elle pourra récupérer ses filles pour passer du temps avec elle est fixée au 5 juin 2009. À ce moment-là, ça fait un peu plus de 2 semaines qu'elle ne les a pas vues. Ce sera sa première visite et, je le répète, sans aucune supervision. Lester est informé de la décision du juge et il doit s'y plier. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre parce qu'il a vraiment peur qu'elle s'en prenne à leur fille. Il sait qu'elle a des troubles mentaux assez sévères, mais voilà, il doit respecter la loi. Il en parle à ses filles et Kirsten et Kelsey sont toutes excitées à l'idée de revoir leur mère. Elles ne l'ont pas vue depuis plusieurs semaines et elles sont très attachées à leur mère malgré ses troubles mentaux. Et la petite Kirsten est tellement excitée qu'elle l'écrit sur son blog MySpace. Elle écrit qu'elle n'a pas vu sa maman depuis un moment, qu'elle va enfin la revoir. La veille de la visite, Debra appelle chez son ex-mari Lester et elle demande à parler à ses filles. Et là, elle leur dit qu'elle passera bien demain pour les récupérer, qu'elles vont passer la soirée ensemble et qu'elle leur a prévu une surprise. Le lendemain, soit le 5 juin 2009, Debra se rend au domicile de son ex-mari à Hillsborough. Kirsten et Kelsey font un bisou à leur père. Elles lui disent au revoir, elles montent dans la voiture de leur mère et elles partent. Lester ne se doute pas un seul instant de la suite des événements. Debra conduit une vingtaine de minutes en direction de Milford dans le comté de Hill. C'est à quelques kilomètres à peine de Hillsborough. Et elle gare sa voiture devant une ferme abandonnée. C'est assez isolé comme endroit. Il y a quelques maisons ici et là, mais pas un chat dans la rue. Debra fait sortir ses filles de la voiture et elle les conduit à l'intérieur de la maison en leur expliquant qu'il y a une surprise pour elles. Kirsten et Kelsey la suivent, sans se douter un seul instant qu'il s'agit d'un guet-apens. Une fois dans la maison, Debra conduit ses filles vers la salle de bain. Et les petites n'ont pas le temps de réaliser ce qu'il se passe. Debra se jette sur elle avec un couteau à la main et elle poignarde Kirsten. La petite tente de se défendre, surprise et terrorisée par ce qu'il se passe. Elle hurle, elle pleure et elle crie à Kelsey de se sauver, ce qui détourne l'attention de Debra en direction de Kelsey. Kelsey tente de fuir, mais Debra la coince dans la salle de bain. Elle se jette sur elle et elle lui tranche la gorge d'un coup sec. Kelsey tombe au sol et elle perd la vie rapidement. Puis Debra retourne auprès de Kirsten, qui est allongée au sol et recouverte de sang. Et elle lui tranche également la gorge, sectionnant au passage ses voies respiratoires et l'une de ses artères principales. Mais contre toute attente, Kirsten ne meurt pas. Elle regarde sa mère et elle l'implore. Elle lui demande de l'aider. Ce qui se passe dans la tête de Debra à ce moment-là relève du mystère, puisqu'elle appelle le 911. Il est aux alentours de 21h. Et elle demande au dispatcher d'envoyer une ambulance de toute urgence. Elle explique qu'elle vient de tuer ses enfants, mais que l'une des deux est toujours en vie. La dispatcher note que Debra est froide, elle ne semble pas affectée par ce qu'elle vient de faire, et elle l'insulte même au téléphone. Et malgré son métier d'infirmière, elle ne tente pas d'aider sa fille. Elle se contente de faire les 100 pas dans la maison. Get an ambulance out here to save the one that didn't die. Come on. Hurry up. What's your name? Bitch, call them. Have you already called them? Yes, ma'am, I have. Okay. I need your name. I don't want to say your name. Hello? Hello? Are you still there? Yes, I'm still here. Are you in your car? No, I'm not in my car. I'm in the house walking around. And one of them's still alive for real. She's asking to be saved, and I couldn't handle that. And so now she might already die because she's bled out a lot. And what, baby? What did you say? Hello, sometime on what? She said, please send to her. Okay. Well, we've got people en route. Can you tell me what happened? Ma'am? I can't get the door open. You can't get what door open, darling? The front door, so y'all can come in when y'all get here. Why won't it open? I don't know. I don't see my mom. Are you on the right-hand side of the road or the left-hand side of the road, sweetie?
Can you tell me what happened? Okay. I don't want to say. I don't see any lights. They're not coming. Well, they're on their way. How many children do you have? Two. Huh? Two. Two? Is dead. One of them is dead. She's dead. But the other one, she wants to be saved, and she needs to be saved. And I don't see any lights. Tell them to get down here. Honey, they're coming. They're coming. Do you have any weapons? I do. I have a knife. Should I throw it away? No, ma'am. Just put it in. She's got a knife. Can you not tell me what your name is? Well, Huh? hold on. What's your name, darling? I'm not telling you my name. I'm trying to walk the door. How old are your children? But Janet, hurry up. Honey, they are coming. They're on their way. You should be hearing lights and sirens. Seeing lights and hearing sirens. Are you still with me? I'm still with you. I'm here. They're not here. They're on their way, sweetheart. They had to come from different parts of the county. Hold on, kid. They're coming. Tell them not to shoot me. I don't have a gun. Okay. When they get there, I want you to lay the knife down. Out when you get the door open, I want you to lay the knife down so they can see that you don't have any weapons. Okay. Oh my God, she's dead. Oh my God. How old are the children? I won't tell you. Come out with our hands up. But I can. Okay. I see them. They're right here. Goodbye. All right, bye. Les secours et la police arrivent très rapidement sur place et lorsqu'ils arrivent, Debra est toujours au téléphone avec le 911, mais elle n'a plus son couteau, elle l'a posé. Et dans la maison, il y a les deux petites filles. Elles sont allongées au sol dans la salle de bain et elles sont recouvertes de sang. Debra est arrêtée par la police tandis que la petite Kirsten est prise en charge par les secouristes. Et chose assez étonnante, elle est toujours en vie malgré la gravité de ses blessures. Elle est héliportée à l'hôpital de Dallas, son état est critique, elle a perdu beaucoup de sang, mais elle s'accroche. Malheureusement, concernant la petite Kelsey, il n'y a plus rien à faire. Elle était déjà morte à l'arrivée des secours. Debra est conduite au commissariat de police, elle est longuement interrogée, puisqu'on veut comprendre pourquoi elle a fait ça. Et elle explique que son divorce lui a brisé le cœur. Elle aurait préféré mourir après ça. L'affaire fait très rapidement le tour du comté d'Hill et tout le monde est choqué. Les gens sont profondément choqués de savoir qu'elle a poignardé ses deux filles, que l'une des deux est morte, que l'autre est dans un état critique à l'hôpital. Tout le monde se connaît plus ou moins dans les petites villes comme ça. Et même si beaucoup étaient au courant de ses troubles mentaux, il n'aurait jamais pensé qu'elle ferait quelque chose de ce genre. Quant à Lester, il est anéanti. Il vient de perdre l'une de ses filles, qui était à peine âgée de 12 ans. L'autre est en soins intensifs, alors qu'il avait demandé une ordonnance de restriction. Une ordonnance qui a été rejetée par un juge. Et pire encore, la première visite que Debra a pu avoir était faite sans supervision, alors qu'elle avait des antécédents de troubles mentaux. Il y aurait au moins dû y avoir une supervision à cette visite. Les funérailles de la petite Kelsey se tiennent le 13 juin à Hillsborough et à sa sortie de l'hôpital, Kirsten retourne vivre avec son père. Et en attendant l'ouverture du procès de Debra, Kirsten a tenu à rencontrer sa mère en prison. Elle s'y est rendue avec son père, ils ont parlé avec elle pour tenter de comprendre ce qu'il s'était passé. Pourquoi avoir poignardé ces deux filles qui l'aimaient pourtant profondément? Debra maintient qu'elle était bouleversée par le divorce. Elle en voulait terriblement à Lester. Elle souffrait et elle voulait que tout le monde souffre comme elle. Mais en voyant que chacun avait repris en quelque sorte sa vie, elle a voulu se venger. Elle voulait faire du mal à Lester. Le procès de Debra Jeter s'ouvre en mai 2010. Elle est accusée de meurtre avec préméditation et tentative de meurtre. Elle risque la peine capitale. Mais elle échappe à la peine capitale en accédant de plaider coupable. C'est un plaidoyer de culpabilité. Si elle avait plaidé non coupable, sa fille Kirsten aurait été obligée de venir témoigner à la barre pour expliquer ce qu'elle et sa petite sœur ont subi le 5 juin 2009. Et le fait de plaider coupable, ça lui permet également d'éviter la peine capitale. Si je ne vous dis pas de bêtises, le Texas est l'État où il y a le plus d'exécutions aux États-Unis. Après, je suis pas sûre, mais il me semble que ce sont les chiffres que j'avais lus lorsque j'avais traité l'affaire Carlos de Luna.
Pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir, elle est super intéressante. Quoi qu'il en soit, grâce à cet accord, Debra Jeter est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Même si cette affaire n'a pas énormément été couverte par la presse, elle a fait énormément de bruit dans le comté de Hill. La famille Jeter a été harcelée. Les parents de Debra ont dû donner une fausse identité. En tout cas, la presse a respecté cette volonté de ne pas noter leur vrai prénom et leur vrai nom. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que les noms, prénoms indiqués dans la presse n'étaient pas du tout ceux que moi j'avais trouvés de mon côté sur Find the Grave. Bon, après, je me le permets de le dire dans ma vidéo parce que c'est une vidéo francophone et que forcément, ça va pas... comment dire, c'est pas ça qui va faire que les parents de Debra vont être harcelés. Hein. Les Américains ne vont pas regarder ma vidéo, je me doute bien. Mais bref, cette affaire, elle a fait énormément de bruit. Tout le monde voulait parler à la petite survivante, à Kirsten. Et elle a reçu tellement de demandes d'amis sur Facebook, ainsi que des messages déplacés, inopportuns. Vous savez, ceux qui vous envoient des messages « Coucou ma belle, toutes mes condoléances » et qui veulent ensuite vous poser des questions relatives à l'affaire, que ça l'a tellement saoulée, la pauvre, qu'elle a mis un message public sur son compte Facebook pour demander aux gens d'arrêter de lui envoyer des messages. Et vous vous doutez bien, la petite avait 13-14 ans à ce moment-là. Tous les jours, elle recevait des demandes d'amis, des messages, alors qu'elle n'avait même pas fini son deuil. Et elle en a eu marre. Hein. Et c'est ce qui explique certainement la raison pour laquelle la presse n'a pas beaucoup couvert cette affaire. Parce qu'il y a eu une sorte de cordon de sécurité autour de la famille Jeter. La famille de Lester n'a pas voulu parler à la presse. Et je pense même qu'il y a eu de la solidarité peut-être au sein d'Hillsborough. Les voisins n'ont pas beaucoup parlé pour éviter en fait d'alimenter toute cette affaire. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me l'explique. Quoi qu'il en soit, après le procès, Lester et sa fille Kirsten ont déménagé en Géorgie pour tourner la page. Lester s'est remarié en juillet 2015 avec une certaine Emily, avec laquelle il a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Quant à Kirsten, aujourd'hui c'est une jeune femme de 27 ans. La famille est très unie, ils ont toujours essayé de rester discrets malgré les nombreuses demandes d'interviews et de reportages. Mais il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, que Netflix compte adapter cette affaire soit sous forme de film, soit sous forme de documentaire. Bon, j'en sais pas plus, hein. J'ai vu quelques infos tourner sur le net. Apparemment, c'est en projet depuis 2022. Donc, comme on dit, wait and see. Voilà tout pour l'histoire des 2 sœurs Jeter, 2 fillettes qui aimaient profondément leur maman, une femme qui n'a pourtant pas hésité à les poignarder sauvagement une soirée de juin 2009. Bon, autant vous dire que cette affaire, même si elle a été courte, je l'ai trouvée quand même assez intense. Alors avant toute chose, je tenais à remercier mon sponsor du jour, eBay Club. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Comme je vous l'ai dit, le fait de prendre occasionnellement des sponsors, ça permet de faire en sorte que la chaîne survive. Et je tiens vraiment à vous proposer que des choses qui tiennent la route. Parce que, voilà, je trouve que je peux pas accepter tout et n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de partenariats sur ma chaîne. Pourtant, c'est pas les demandes qui manquent, mais c'est simplement que je veux pas en fait vous proposer des trucs qui font pitié ou des trucs pour lesquels je suis pas sûre. Enfin, voilà. Ça, je vous l'ai déjà expliqué par le passé. Je vous proposerai jamais des choses que je ne teste pas ou des choses auxquelles je ne crois pas ou des trucs que je n'utiliserai pas moi-même. Là, le peu de partenariats que j'ai acceptés, voilà, ce sont des choses que je teste vraiment et qui me paraissent vraiment intéressantes. Après, c'est vous qui décidez, vous y jetez un petit coup d'œil. Ça vous intéresse, tant mieux. Ça vous intéresse pas, tant pis. Voilà, petite parenthèse fermée. Et pour en revenir à cette affaire, je verrai bien un documentaire Netflix sur ça parce qu'il y a tout dedans en fait. En fait, il n'y a rien qui va dans cette affaire et moi, j'ai pas compris qu'un juge ait levé la restriction. J'arrive pas à comprendre sur quels critères ce juge a fait ce choix-là parce que moi, clairement, je n'aurais jamais levé la restriction. Et si je l'avais fait, je n'aurais jamais autorisé des visites sans supervision. C'est impensable.
La meuf, elle avait des antécédents longs comme mon bras. Tu peux pas, en fait, on parle d'enfants, 12, 13 ans. C'est vraiment, je sais pas, est-ce que ce juge a ensuite été sanctionné? J'en doute fort. On va pas se mentir. Ah, j'allais dire un truc. J'allais vous dire, là, dernièrement, en France, il y a eu un juge qui a été pris la main dans le sac parce qu'il voulait vendre sa gamine sur des sites PEDO. Il a eu aucune sanction. Je crois qu'il a eu du sursis. Bon, déjà, c'est sûr qu'il n'a pas eu du ferme et il n'a pas été interdit de fonction. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que parmi les puissants, voilà, quoi, il n'y a pas de punition. Hein. C'est pour les sans-dents, les punitions. Donc, pour les gens comme vous et moi, n'est-ce pas? Et je tiens quand même à saluer le courage de Lester, papa modèle, qui a toujours voulu protéger ses filles. Et franchement, ça fait trop de la peine. J'espère juste qu'aujourd'hui, ils sont heureux, que la petite Kirsten est heureuse et qu'elle a pu tourner la page. J'ai trouvé sa décision de vouloir parler à sa mère en prison tellement mature et courageuse. Vraiment, des fois, les enfants nous montrent en fait le chemin de la sagesse, dans le sens où elle a voulu comprendre malgré tout. Elle voulait des réponses et elle a obtenu les réponses. Je pense que elle a compris que voilà, tout ça c'était des conneries quoi. Voilà, Debra, elle avait un pet au casque. C'est une personne extrêmement dangereuse. Le délire de ouais, je voulais que tout le monde souffre parce que j'ai divorcé. Mon gars, à un moment donné, il faut grandir, en fait. Ça, c'est des réponses de personnes immatures. Je voulais que tout le monde souffre parce que j'étais pas content. Faut grandir dans la vie, franchement. Je sais pas, je comprends pas. Bon, après, c'est comme ça, il n'y a pas à comprendre, en fait. Les esprits comme ça, faut pas chercher à les comprendre. Hein. Faut juste les mettre hors d'état de nuire. Et là, c'est le cas. Écoutez, vous, n'hésitez pas à me mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Et vous savez, j'ai regardé par curiosité la route... par laquelle elle est passée pour conduire ses filles dans la maison abandonnée. Je vous jure que ça ressemble à un film d'horreur. Et il y a des endroits aux États-Unis, c'est comme dans les films d'horreur, mais genre, en même temps, forcément, parce que les films d'horreur, il faut bien qu'ils les tournent quelque part. Mais là, ça faisait vraiment, vous savez, massacre à la tronçonneuse. C'était effrayant. Genre, demain, on me fait monter dans une voiture, on me conduit dans un endroit comme ça. Mais je vous jure, quand la voiture, elle roule, moi, je saute de la voiture. Ça faisait flipper. Il y avait quoi, 3 maisons avec des drapeaux américains à moitié déchirés. C'était trop flippant. Donc, je sais pas comment elle l'a trouvé, cette baraque, mais... Enfin, bon... Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez l'habitude maintenant en fin de vidéo, quand je suis KO, je commence à dérailler. Donc, pour votre bien, pour le bien de tous, je vais m'arrêter ici. Et ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.